Soyez les bienvenus, vous les oins. Toi, l'authentique, l'élu qui m'écoute en cet instant. La trahison la plus profonde ne défonce jamais ta porte. Elle possède déjà une clé. Elle sait exactement où tu caches tes secrets. Et elle continue pourtant de te sourire tendrement sur les photos de famille. Laisse cette vérité s'imprégner en toi une seconde, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un conte exagéré ou une rumeur dramatique. C'est un schéma atrocement réel. Les véritables élus ne se promènent d'ailleurs jamais sans protection face à une telle réalité. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, un bouclier absolu désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Garde cela à l'esprit, car ton énergie est convoitée. Les psychologues ont depuis longtemps noté que les trahisons les plus dévastatrices proviennent statistiquement des personnes faisant partie du cercle familial immédiat. Pas des ennemis, pas des étrangers, pas de ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'accès supplante toujours l'agression. Tu n'as pas besoin de pouvoir quand tu as la proximité. Tu n'as pas besoin de forcer quand tu possèdes déjà la confiance. Et tu n'as certainement pas besoin de crier quand tu es déjà à l'intérieur de la maison. C'est cette part de vérité qui rend les gens si mal à l'aise. Alors, attends-toi à quelques rires nerveux. Le genre de rire que les gens ont quand la vérité entre dans la pièce sans y être invitée et s'assoit comme si elle payait le loyer. Tout le monde adore l'idée de la loyauté jusqu'à ce que l'histoire se retourne vers l'intérieur, jusqu'à ce que le doigt ne pointe pas vers les autres, mais vers l'un des nôtres. C'est à ce moment-là que l'air change. C'est à ce moment-là que le déni quitte la pièce précipitamment. Ce qui a choqué ton entourage, l'authentique, ce n'est pas qu'une chose horrible se soit produite. Le monde a déjà vu des horreurs. Ce qui les a ébranlés, c'est de réaliser que les dommages ne venaient pas de l'extérieur. Ils venaient de quelqu'un qui partageait tes repas, tes souvenirs et ton nom de famille. Quelqu'un qui savait exactement sur quel bouton appuyer, tout simplement parce qu'il avait aidé à les installer. Quelqu'un qui n'a pas trébuché par hasard dans la trahison. Il l'a navigué comme un raccourci qu'il cartographiait depuis des années. Et voici la comédie la plus dérangeante dans tout cela. Les gens acceptent un méchant encapuchonné dans une ruelle bien plus vite qu'un méchant dans une conversation de groupe familial. Au moment où la vérité a éclaté, tu pouvais presque entendre le murmure collectif. Attends, cette pause, juste là. C'est le choc qui entre en collision avec la réalité. C'est le moment où le dégoût remplace la confusion, car maintenant, l'histoire ne peut plus être mise sur le compte de la malchance, des malentendus ou d'attaques spirituelles venues de nulle part. Il ne s'agit pas de drame. Il s'agit de mise en lumière. Il s'agit de comprendre qu'être l'élu n'attire pas seulement l'attention, cela révèle le caractère des autres. Surtout chez les personnes les plus proches de toi, surtout chez ceux qui t'ont vu grandir et qui ont secrètement nourri de la rancœur parce que tu ne t'es pas fait plus petit pour les rassurer. Alors, si tu as senti la pièce devenir silencieuse quand la vérité a éclaté, si tu as remarqué à quelle vitesse les camps ont changé et les histoires se sont fissurées, tant mieux. Ce silence n'était pas de la gêne. C'était la prise de conscience qui rattrapait tout le monde en même temps. La première vérité viscérale que tu dois intégrer, l'élu, c'est que la trahison n'est pas venue de la haine, elle est venue de la proximité. Ce qui fait que ce genre de trahison te frappe si différemment, c'est qu'elle n'était pas alimentée par la rage ou une hostilité ouverte. Elle était alimentée par l'intimité. La haine est bruyante, elle s'annonce. Tu peux la voir venir de loin. La proximité, elle, est silencieuse. Elle s'assoit à côté de toi à table. Elle connaît tes routines, tes humeurs, tes points faibles. C'est pourquoi ce genre de trahison ne ressemble pas à une attaque frontale. Cela ressemble au sol qui se dérobe sous tes pieds. Un frère ou une sœur n'a pas besoin de deviner qui tu es. Ils t'ont déjà vu le devenir. Ils t'ont vu quand tu doutais, quand tu étais plein d'espoir, quand tu essayais, échouais et essayais encore. Ce type d'accès crée un avantage que la plupart des gens n'auront jamais.
Ils savent ce qui te blesse parce qu'ils étaient là la première fois que tu as eu mal. Ils savent ce qui te motive parce qu'ils t'ont entendu parler quand tu te croyais en sécurité. Rien n'a eu besoin d'être forcé. Tout était déjà à portée de main. Il ne s'agissait pas de colère qui déborde. Il s'agissait de familiarité utilisée à mauvais escient. Quand quelqu'un d'aussi proche se retourne contre toi, il n'a pas besoin de beaucoup exagérer. Une petite distorsion de la vérité semble crédible parce qu'elle est enveloppée dans une histoire commune. Les gens y font confiance sans réaliser pourquoi. Non pas parce que l'histoire est solide, mais parce que la source leur est familière. C'est pourquoi les dégâts sont si profonds. Tu ne perds pas seulement confiance en cette personne. Tu commences à remettre en question ton propre jugement. Tu repasses les scènes en boucle. Tu te demandes depuis combien de temps cela durait. Tu te demandes ce qui était réel dans tout le reste. La proximité transforme la trahison en doute de soi. Et c'est cette partie qui prend le plus de temps à défaire. La vérité la plus dure est celle-ci. La trahison n'était pas spontanée. Elle a grandi lentement dans un endroit où vivait la confiance. Elle s'est construite sur l'écoute, l'observation et l'attente. Non pas parce qu'il te détestait, mais parce qu'il te connaissait assez bien pour savoir quand frapper. Et cette réalisation blesse plus que n'importe quel ennemi ne le pourrait jamais, parce qu'elle n'est pas venue de l'autre côté de la rue. Elle est venue de l'autre côté de la pièce. La deuxième prise de conscience, c'est que ce proche ne voulait pas de ta vie. Il voulait ta position. Ce genre de trahison ne consiste pas à vouloir ce que tu as. C'est plus profond, plus insidieux. Il s'agit de vouloir l'espace que tu occupes, l'attention que tu attires, le respect que les gens t'accordent sans poser de questions. Il ne se souciait pas de tes luttes, de tes rêves ou même de tes accomplissements. Ce dont il avait soif, c'était la perception de pouvoir et d'influence qui te venait si naturellement. Il voulait se tenir là où tu te tenais, être vu comme tu étais vu et ressentir cette reconnaissance qui ne lui a jamais appartenu. Quand les gens sont témoins de cela, ils le confondent souvent avec de la jalousie matérielle. Mais ce n'est pas si simple. Il s'agit de remplacement. Ils ne faisaient pas que concourir avec toi. Ils essayaient d'occuper ton identité aux yeux des autres. Chaque sourire que tu as mérité, chaque compliment, chaque hochement de tête respectueux est devenu la marque de ce qu'ils sentaient leur manquer. Ils n'avaient pas besoin de te détruire purement et simplement. Ils avaient juste besoin de modifier la perception pour que le monde commence à les remarquer à ta place. C'est pour cela que la proximité était si cruciale. Ils n'avaient pas besoin d'inventer l'influence. Ils devaient juste la rediriger. Ce type de trahison semble si personnel parce qu'il frappe au cœur même de ton être. On peut accepter la compétition venant d'étrangers ou même d'ennemis. Mais quand quelqu'un qui détient les plans de ta vie essaie de s'y glisser, on a l'impression que le monde entier se moque de nous. Chaque succès que tu as obtenu devient alors la preuve de ce qu'ils ne peuvent pas avoir, et chaque interaction qu'ils déforment devient une arme. Ce qui choque encore plus ton entourage, c'est à quel point tout cela est délibéré. Ce n'était pas une décision hâtive ou un moment de faiblesse. C'est une stratégie développée au fil du temps, sous les radars, jusqu'au moment où l'exposition ne pouvait plus être évitée. Ce proche a attendu que ta position soit indéniable, que ta présence soit imposante, puis a essayé de s'insérer dans cet espace. L'ironie cruelle, c'est que leur obsession à vouloir te remplacer expose leur propre insécurité. Ils ne t'attaquent pas parce qu'ils sont forts, ils t'attaquent parce qu'ils se sentent minuscules. Et cette réalisation, quand les gens la voient enfin, est ce qui transforme le choc en dégoût. Le fait que quelqu'un d'aussi proche ait pu calculer, manipuler et convoiter ta position sans que personne ne s'en aperçoive est ce qui fait que l'histoire reste gravée dans l'esprit de tous, bien après la révélation. La troisième révélation, l'élu, est que le monde est dégoûté parce qu'il voit maintenant l'intention et non plus des accidents. Ce qui transforme le choc en dégoût n'est pas seulement l'acte en lui-même, c'est la certitude que c'était intentionnel. Les gens peuvent pardonner les erreurs, ils peuvent ignorer un mauvais timing, des malentendus ou des coïncidences.
Mais quand la vérité révèle une planification délibérée, des mouvements calculés et une conscience froide, tout bascule. Au moment où le monde a compris que les actions de tes proches n'étaient pas aléatoires, qu'ils t'avaient observé, attendu et frappé avec une précision chirurgicale, la réaction a changé. C'est une chose d'être victime du hasard, c'en est une autre d'être victime de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et qui l'a fait quand même. L'intention a un poids que les accidents n'ont pas. Les accidents sont pardonnables parce qu'ils portent en eux l'incertitude. L'intention porte la responsabilité. C'est la marque de la conscience, le fait de connaître la différence entre le bien et le mal et de choisir le chemin qui cause du tort. Quand les gens ont réalisé que ton proche a agi en pleine conscience, leur perception de toi a changé, oui, mais plus important encore, leur perception de lui a changé. Le choc s'est transformé en indignation morale. Ce qui était autrefois balayé comme une rivalité fraternelle ou une tension ludique est soudain devenu quelque chose de plus sombre, de plus délibéré et de beaucoup plus troublant. D'ailleurs, c'est pour cela que ces vérités non censurées ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Si tu comprends la profondeur de ce message, tu peux m'aider à garder cette lumière allumée en soutenant la chaîne, en faisant un don ou en m'offrant un café. C'est grâce à cela que nous continuons d'exposer ces vampires énergétiques. Le dégoût ne vise pas seulement la trahison en soi, il vise l'audace qu'il a fallu pour la planifier, la cacher et l'exécuter tout en présentant un masque de normalité. Ton entourage a vu l'extérieur calme et posé qui dissimulait la manipulation en dessous, et c'est ce contraste qui a rendu la révélation si discordante. Les gens reculent instinctivement lorsqu'ils rencontrent une tromperie calculée de la part de quelqu'un qu'ils croyaient connaître, quelqu'un qui partageait la même lignée et le même foyer. Cette trahison laisse une impression durable, car elle force tout le monde à recalibrer sa compréhension de la loyauté et de la famille. Les accidents sont éphémères, l'intention persiste, elle remodèle les relations, secoue les communautés et grave des souvenirs qui ne peuvent être effacés. Le moment où ils ont vu la pleine conscience de ton proche, ce choix délibéré de te nuire pour un gain personnel, tout a changé. C'est pourquoi le choc a été immédiat et le dégoût si profond. C'est une reconnaissance amère que le mal ne vient pas toujours de la force ou de la haine. Parfois, il vient tranquillement, sciemment, des personnes les plus proches de toi. Quatrième vérité, ton entourage savait exactement quand frapper parce qu'il a suivi ta croissance. Cette trahison n'était pas impulsive. Ce n'était pas une explosion aléatoire de colère ou de jalousie, elle a été chronométrée avec précision. Et la raison pour laquelle elle a frappé si fort, c'est que ce proche t'observait depuis le début. Il t'a vu évoluer, t'adapter et revendiquer des espaces qui t'étaient toujours destinés. Il n'a pas seulement suivi ce que tu faisais, mais qui tu devenais. Il a su le moment exact où ton influence, ta confiance et ta présence ne pouvaient plus être ignorées. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'agir. Les gens sous-estiment souvent à quel point ce genre de trahison est méthodique. Il ne s'agit pas de gratification immédiate, il s'agit d'un impact calculé. Il n'a pas frappé quand tu étais vulnérable ou petit. Il a attendu que tu sois indéniable, que ta trajectoire soit claire, que ta croissance ait fait de toi une figure aux yeux des autres. C'est le génie cruel de la chose. Frapper à ton apogée amplifie le choc parce qu'il est impossible de l'ignorer. Tu n'as pas seulement été attaqué, le timing a rendu la chose indéniable, inéluctable et publique. Ce qui rend cela particulièrement perçant, c'est que la conscience qui se cache derrière révèle quelque chose de bien plus sombre qu'une simple rivalité. Il n'agissait pas par moments de faiblesse ou par frustration accidentelle. Ils t'ont étudié, ont suivi tes habitudes et ont attendu l'alignement parfait des circonstances. Tes succès n'étaient pas seulement des étapes pour toi. C'étaient des signaux pour eux, des marqueurs d'opportunité. C'est pourquoi, lorsque la vérité a éclaté, ton entourage n'a pas pu simplement balayer cela comme une erreur. C'était intentionnel, délibéré et horriblement stratégique.
Et la réalité de ce suivi expose un niveau d'intimité que la plupart des gens ne connaissent jamais. Ils connaissaient ton rythme, tes routines, tes vulnérabilités, et ils ont utilisé ces connaissances comme une arme. C'est une trahison qui semble presque impossible à traiter parce qu'elle est construite sur une confiance qui s'est accumulée silencieusement pendant des années. Ce n'étaient pas des étrangers, ce n'étaient pas des ennemis. Ils étaient assez proches pour voir ta croissance de l'intérieur et ils ont choisi de la retourner contre toi au moment où cela ferait le plus mal. Cette conscience, ce timing, c'est ce qui fait perdurer le choc et rend le dégoût si palpable autour de toi. Cinquièmement, l'authentique. Ils ont militarisé la familiarité pour rendre le mensonge crédible. Ce qui rend cette trahison si dévastatrice n'est pas seulement l'acte lui-même, mais le fait qu'il provienne de quelqu'un en qui tu avais une confiance aveugle. La familiarité est puissante. Les gens baissent instinctivement leur garde avec ceux qu'ils connaissent, ceux qui partagent leur sang ou leur vie quotidienne. Ton proche n'a pas eu besoin de crier, de menacer ou de manipuler sauvagement. Il avait déjà le camouflage parfait, une histoire commune, des souvenirs partagés, une confiance mutuelle, et il s'en est servi comme d'une lame. Chaque mot, chaque geste, chaque histoire a été conçue pour sembler crédible parce qu'elle venait de quelqu'un dont on supposait qu'il ne tromperait jamais. La brillance et la cruauté de la chose résident dans sa subtilité. Un inconnu qui te ment doit être convaincant, doit fabriquer des preuves, doit surcompenser. Une personne familière, non. Ses actions sont crues presque automatiquement. Ainsi, la tromperie glisse sous les radars. C'est pourquoi la réaction des autres a été si intense lorsque la vérité a éclaté. Ils ont réalisé à quel point les gens peuvent être manipulés facilement lorsque la familiarité est exploitée. Ils ont compris que la confiance peut être changée en arme et que quelqu'un d'aussi proche pouvait tordre la perception sans que personne ne se doute de rien. Cette trahison est différente car elle force les gens à réexaminer leurs propres instincts. Les mensonges n'étaient pas seulement crédibles, ils étaient confortables. Ils semblaient naturels. Et c'est ce qui fait que l'exposition finale pique encore plus, parce que ce n'est pas seulement la tromperie qui choque. C'est la prise de conscience que la propre confiance des gens a été utilisée contre eux. C'est une vérité dure et tenace. Plus quelqu'un est proche de toi, plus il peut te blesser efficacement sans laisser de cicatrices évidentes. La familiarité leur a donné l'avantage, et ils l'ont exploité pleinement. Chaque interaction, chaque conversation informelle, chaque morceau d'histoire partagée est devenu un outil pour renforcer le mensonge. Quand le monde l'a vu se défaire, le dégoût ne s'adressait pas seulement à la trahison, il s'adressait à la facilité avec laquelle la vérité avait été cachée à la vue de tous. C'est pourquoi la proximité combinée à l'intention est si dangereuse. Elle ne nuit pas seulement à l'individu. Elle ébranle toute la perception de la loyauté, de la confiance et de ce que les gens croyaient savoir sur la famille. Sixième prise de conscience. Leur silence n'était pas de la loyauté, c'était de la collecte de données. Le silence peut ressembler à de la patience, de la retenue ou même du respect. Les gens supposent que lorsque quelqu'un ne s'exprime pas, il est neutre, inoffensif ou loyal. Cette hypothèse est exactement ce sur quoi ton proche s'est appuyé. Son calme ne consistait pas à se retenir ou à être prudent. Il s'agissait de regarder, d'observer et de rassembler la moindre information qu'il pourrait utiliser. Chaque conversation que tu as eue, chaque réaction que tu as montrée, chaque force et vulnérabilité que tu as révélée était mentalement enregistrée, cataloguée et analysée. Ce silence n'était pas vide. Il était rempli de stratégie. La partie la plus effrayante est que la collecte de données par un proche est presque invisible. Les étrangers doivent deviner, faire des mouvements et risquer d'être vus. Ton proche n'avait pas à deviner. Il était à l'intérieur de ton monde, se déplaçant au grand jour alors que tu en étais complètement inconscient. Chaque routine que tu as suivie, chaque confiance que tu as accordée, chaque schéma de ton comportement est devenu un plan qu'il pouvait exploiter. C'est pourquoi la trahison finale atterrit si durement. Le terrain était déjà préparé discrètement, au fil du temps.
sans que personne ne le remarque. Les gens interprètent souvent les membres calmes de la famille comme étant sages ou patients. Mais dans ce cas précis, le silence était un outil. Il lui a servi de couverture pendant qu'il t'étudiait. Cela lui a permis de voir comment tu gérais les conflits, comment tu célébrais les victoires, comment tu faisais confiance aux autres et où tu étais vulnérable. Au moment où l'action a été entreprise, cela n'a pas semblé aléatoire. Cela a semblé inévitable. Et c'est cette inévitabilité qui rend la réaction de ton entourage si intense. Ils n'ont pas seulement été choqués par l'acte lui-même, ils ont été horrifiés par le fait que ce fût si méthodique. Ce genre de trahison enseigne une leçon difficile sur la confiance. Le silence de quelqu'un de proche n'est pas toujours d'or. Parfois, c'est de la surveillance. Parfois, c'est de la stratégie. Le calme de tes proches n'a jamais eu pour but de te protéger, toi ou la famille. Il s'agissait de te comprendre assez bien pour savoir exactement quand, où et comment frapper. Et quand la vérité a finalement fait surface, cette réalisation, la facilité avec laquelle quelqu'un avait militarisé l'observation, a fait que la trahison a semblé inévitable, laissant tout le monde non seulement sous le choc, mais profondément troublé par le niveau de patience calculé impliqué. 7e blessure. L'élu. Le dégoût vient du fait de réaliser qu'ils ont profité de la situation pendant que tu souffrais. Le moment où les gens ressentent vraiment le poids de la trahison n'est pas quand le mal est fait. C'est quand ils voient le coupable en tirer profit. Ton proche ne t'a pas seulement fait du mal, il en a profité d'une manière qui est devenue évidente une fois la vérité mise en lumière. Il n'a pas trébuché sur un avantage. Il y est entré délibérément, prenant ce qu'il pouvait tout en te laissant porter le fardeau. C'est ce déséquilibre qui rend la réaction si intense. Les gens peuvent pardonner la douleur si elle est mutuelle, si elle est partagée ou si elle est accidentelle. Mais quand une personne prospère sur la souffrance d'une autre, le dégoût monte car l'équité, l'intégrité et la décence fondamentale sont jetées par la fenêtre. Regarder quelqu'un en qui tu as eu confiance, tirer profit pendant que tu luttais, touche un nerf qui va plus loin que la colère. C'est une trahison des attentes fondamentales. Tu t'attends à ce que la famille protège, soutienne et à tout le moins n'exploite pas tes faiblesses. Voir ton proche grimper, obtenir l'approbation ou se prélasser dans l'attention qui aurait dû être partagée ou qui te revenait de droit, transforme ce choc en indignation morale. Le monde ne fait pas qu'assister à un acte de trahison, il assiste à l'exploitation de la confiance, et le cerveau humain est câblé pour réagir fortement à l'injustice, surtout quand elle vient de quelqu'un d'aussi proche. Ce qui aggrave les choses, c'est que ce genre de gain est souvent caché jusqu'à la toute fin, rendant la révélation encore plus choquante. L'entourage a peut-être vu de petits avantages, des manipulations subtiles ou des moments où tes proches semblaient avoir de la chance, mais le schéma ne devient indéniable que lorsque toute l'étendue est révélée. C'est là que le dégoût frappe le plus fort, car les gens réalisent que la souffrance n'était pas un effet secondaire, c'était un outil pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Ce genre de révélation ne donne pas seulement une mauvaise image de l'autre. Elle recadre tout le récit de ta vie de leur point de vue. Elle oblige tout le monde à voir avec quel soin ils ont orchestré des moments pour se servir eux-mêmes, à quel point leurs mouvements étaient calculés, et combien de temps ils étaient prêts à te laisser endurer les épreuves tout en souriant, en prétendant ou en maintenant une façade de normalité. Cette réalisation est amère, elle brûle lentement et reste inoubliable. Parce que c'est une chose d'être blessé, c'en est une autre de savoir que quelqu'un a tiré profit de ta douleur sans aucune honte. 8e révélation. Ta force a exposé leur dépendance à la manipulation. La vérité la plus dure sur les trahisons d'un proche est qu'elles en révèlent autant sur le traître que sur la victime. Ton proche s'en est remis à la manipulation pour se sentir en contrôle parce qu'il ne pouvait pas égaler ta force naturellement. Chaque torsion subtile, chaque mensonge, chaque demi-vérité était une tentative de plier la réalité en sa faveur. Il n'était pas préparé à ta résilience, à ta capacité à aller de l'avant, à maintenir ton sang-froid,
et à t'élever au-dessus des complots qui l'ont laissé exposer. Toute sa stratégie reposait sur le fait que tu vacilles, que tu réagisses de manière prévisible, que tu te brises d'une manière qu'il pourrait exploiter. Mais ta force a rendu sa manipulation inutile. La force a cette capacité à mettre à nu la faiblesse de ceux qui essaient d'utiliser les autres comme des outils. Ils comptaient sur des schémas, sur des réactions prévisibles, sur la peur ou la confusion. Mais alors que tu restais ferme, leur contrôle s'est effiloché. C'est pourquoi ce genre de trahison est si choquant pour les autres. Ce n'est pas seulement l'acte en lui-même. C'est la révélation que la personne qui l'a orchestré ne pouvait pas réussir sans ta coopération. Même si ta coopération n'était pas dite, ta présence, ta confiance, ton refus de te plier complètement à leur récit a exposé la fragilité de leur pouvoir. Quand la ville a vu les conséquences, une partie de son choc et de son dégoût ne concernait pas seulement la trahison. Elle concernait l'échec. Ton proche avait construit toute sa stratégie sur l'influence et la manipulation. Pourtant, ta force, ton calme et ta clarté l'ont exposé comme désespéré, peu sûr de lui et dépendant de la tromperie. Cette dépendance est humiliante à voir, car elle inverse les rôles. L'agresseur, celui qui semblait rusé et en contrôle, apparaît maintenant faible, désespéré et mesquin en comparaison. Cette exposition n'est pas immédiate. Elle s'infiltre. Les gens commencent à remarquer des modèles qu'ils ignoraient auparavant. Ils voient combien d'efforts ont été nécessaires pour maintenir l'illusion du contrôle et à quel point ce contrôle était fragile face à ta présence inébranlable. Ta force ne t'a pas seulement protégé, elle a révélé la vérité à leur sujet. Elle a montré au monde que la manipulation n'est puissante que dans la mesure où la personne est prête à y succomber. Et le fait que tu te tiennes grand et indifférent a prouvé que certaines forces ne relèvent pas seulement de la survie. Elles sont des forces de démasquage en elles-mêmes. 9e prise de conscience. Le monde a vu à quelle vitesse ils ont changé de masque lorsqu'ils ont été démasqués. Le vrai choc dans cette histoire n'est pas seulement que la trahison a eu lieu. C'est la facilité avec laquelle ton proche a changé de visage au moment où la vérité a éclaté. Pendant des mois, peut-être même des années, il a porté un masque qui le faisait paraître inoffensif, d'un grand soutien ou même loyal. Ce masque a bâti la confiance, a endormi tout le monde dans un sentiment de sécurité et a créé la couverture parfaite pour ses actions. Mais au moment où l'exposition a frappé, le masque n'a pas seulement glissé, il a volé en éclats, et ce que ton entourage a vu en dessous était saisissant. Il n'était pas seulement coupable, il était théâtral, sur la défensive, et presque performatif dans la façon dont il a essayé de réécrire le récit pour se protéger. Changer de masque si rapidement est le signe de quelqu'un qui compte sur les apparences plutôt que sur la substance. Il ne s'attendait pas à ce que ses véritables intentions soient visibles, et quand le monde a finalement vu la vérité, la panique s'est installée. Soudain, le visage calme et familier en qui tout le monde avait confiance est devenu un masque d'urgence, de manipulation et même de désespoir. C'est ce qui a rendu la trahison si troublante pour les spectateurs. Le masque avait été crédible pendant si longtemps précisément parce qu'il était cohérent, et le changement soudain a rendu la tromperie indéniable. C'est une chose de mentir discrètement, mais c'en est une autre de se débattre sous la pression de la responsabilité et de révéler la profondeur de la planification qui s'était déroulée dans les coulisses. La vitesse à laquelle ils ont changé de visage a également amplifié le dégoût. Les gens ne reculent pas seulement face à la trahison elle-même. Ils reculent face à la duplicité, à la facilité avec laquelle quelqu'un que l'on connaît peut agir comme une personne complètement différente selon qui regarde. Cette dualité expose la dépendance du manipulateur à l'égard de la perception plutôt que de la réalité, montrant à tous que tout ce qu'il croyait savoir sur cette personne était soigneusement orchestré. Ce genre de révélation laisse un impact durable parce qu'il force les gens à réévaluer chaque interaction, chaque sourire, chaque mot qui semblait authentique dans le passé. Le masque n'a pas seulement caché leurs intentions, il a façonné la réalité de ceux qui les entouraient.
Quand le masque est tombé, la vérité a frappé avec une force qui n'a laissé aucune place au doute. La capacité de tes proches à changer de visage si rapidement n'a pas seulement exposé leur culpabilité. Elle a exposé la fragilité de la confiance, la facilité de la manipulation et la dure réalité que certaines personnes peuvent vivre des doubles vies sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce qu'elles soient attrapées. La 10e vérité, l'élu, ce n'était pas de la rivalité. C'était un vol d'identité à un niveau spirituel. Ce qui rend cette trahison si dévastatrice, ce n'est pas la compétition. C'est la tentative de te remplacer entièrement. Ton proche ne voulait pas seulement rivaliser. Il voulait entrer dans ta vie, ton énergie et ton influence, comme si c'était à lui de les revendiquer. Cela va bien au-delà de la jalousie ordinaire ou des conflits fraternels. C'est un vol d'identité, subtil, mais profond. Chaque habitude qu'ils ont imitée, chaque opinion qu'ils ont reprise en écho, chaque espace qu'ils ont essayé d'occuper n'était pas aléatoire. C'était calculé pour que les autres les voient comme toi, tout en diminuant ta présence. Les gens rejettent souvent ce type de comportement parce qu'il n'a pas l'air violent ou agressif en surface. Mais le vol d'identité à un niveau spirituel est insidieux, car il érode ton sens de toi-même tout en créant une illusion convaincante pour tous les autres. Ils n'essayaient pas de t'éclipser par la force. Ils essayaient de devenir toi, d'occuper l'essence de ce qui te rend reconnaissable, admirable ou influent. C'est l'instant critique, l'élu. C'est ici que la jalousie devient fatale. Ton énergie est exposée, vampirisée par ceux qui veulent te remplacer et aspirer ton essence divine. Tu ne peux pas rester ainsi à découvert face à de telles attaques spirituelles. Les 7 sceaux de l'élu est ton bouclier d'urgence, la seule protection divine capable de couper ces liens toxiques et de sceller ton aura. Le lien d'activation t'attend tout de suite, en urgence, dans le commentaire épinglé. C'est pour cela que la réaction de l'entourage a été si intense. Il n'assistait pas seulement à une trahison. Il voyait quelqu'un tenter d'effacer ton caractère unique et de s'insérer à sa place. La cruauté de la chose est intentionnelle. Elle nécessite de la patience, de l'observation et de la stratégie. Ils ont observé comment les gens réagissaient à toi, ont appris quelle partie de ton caractère suscitait le respect, l'admiration ou la crainte, puis se sont subtilement insérés dans ces mêmes espaces. C'est une attaque sur l'identité parce qu'elle vise à confondre la perception. Quand quelqu'un imite ton énergie et tes accomplissements, cela brouille les frontières entre l'authenticité et l'imitation. Soudain, les gens commencent à se demander ce qui était à toi pour commencer. Et pourtant, la tentative même de voler ton identité expose leur insécurité. Ils ne pouvaient pas créer d'influence par eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas commander le respect naturellement. Ils avaient besoin de toi comme modèle, comme point de référence. C'est pourquoi ta résilience devient si critique. Elle ne fait pas que te protéger. Elle les démasque. Chaque personne qui regarde réalise la différence entre la véritable croissance et l'imitation calculée. C'est pourquoi la trahison semble si personnelle et si corrosive. Il ne s'agit pas de compétition, il s'agit de quelqu'un qui essaie de vivre comme toi en espérant que personne ne remarque le vol. Le moment où la vérité éclate n'est pas seulement un choc, c'est une révélation que certaines personnes iront jusqu'à l'extrême pour revendiquer la vie, la présence et l'identité qui ne leur appartiennent pas. 11e force, ton refus de riposter a forcé la vérité à se suffire à elle-même. Il y a un pouvoir dans la retenue que beaucoup de gens sous-estiment. Quand la trahison frappe, l'instinct est de riposter, d'exposer, de se défendre bruyamment. Mais dans ce cas, ton refus de réagir comme ton proche s'y attendait est devenu une force plus puissante que n'importe quel mot ou confrontation. En restant calme, en refusant de t'engager dans la théâtralité, tu as permis à la vérité de se révéler pleinement. Les mensonges et la manipulation prospèrent sur la réaction. Ils dépendent du chaos, de la peur ou de la confusion pour rester cachés. Quand tu n'as pas fourni ce carburant, tout ce que ton proche avait construit a commencé à s'effondrer sous son propre poids.
Ta retenue ne ressemblait pas à du pouvoir au début. Pour certains, elle a même pu paraître passive, comme si rien ne se passait, mais en réalité, c'était stratégique. En ne ripostant pas, tu as forcé le monde et ton entourage à prêter attention aux faits et non au bruit. Chaque incohérence, chaque histoire déformée, chaque agenda caché est devenu visible parce qu'il n'y avait pas de distraction, pas de dispute, pas de drame pour l'obscurcir. La vérité pouvait enfin se tenir seule, démasquée, indéniable et implacable dans son impact. Ce qui rend cela si choquant pour les gens, c'est qu'ils ont rarement vu ce niveau de contrôle face à la trahison. La plupart des réactions ajoutent des couches d'émotion qui masquent la réalité. Mais quand quelqu'un refuse de réagir, cela propulse le traître sous les feux des projecteurs. Ton proche, qui comptait sur le chaos pour cacher ses intentions, s'est soudain retrouvé exposé. Ses mensonges, sa manipulation et ses mouvements calculés étaient désormais indéniables, car il n'y avait pas de contre-récit venant de ta part. Ce type de réponse réécrit également la perception du pouvoir. Les gens supposent que le pouvoir vient de la confrontation, de l'action énergique. Mais ici, le pouvoir était silencieux, mesuré et délibéré. Il a permis à la justice de se déployer naturellement, sans interférence, sans surexposition. Ton sang-froid est devenu un miroir, reflétant la vérité dans sa forme la plus brute. Il ne t'a pas seulement protégé, il a révélé ton proche pour ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi la réaction des autres n'a pas été qu'un simple choc ou de la colère. Ce fut une prise de conscience lente et naissante, que parfois, la réponse la plus forte n'est pas de réponse du tout. Laisser la réalité porter le poids de la révélation pendant que le traître s'effondre sous le poids de la vérité. 12e onde de choc. L'exposition a brisé une illusion générationnelle. Une trahison de cette ampleur ne révèle pas seulement les actions d'une seule personne, elle expose les schémas qui ont été discrètement tolérés pendant des années. Les familles survivent grâce à des règles tacites, des hiérarchies invisibles et des accords pour détourner le regard. On n'en parle pas. On protège les nôtres quoi qu'il arrive. Ces codes silencieux créent l'illusion de la loyauté, de la confiance et de l'unité. Mais quand la trahison de tes proches a été mise en lumière, elle ne les a pas seulement exposés, eux. Elle a déchiré l'ensemble du cadre qui permettait à leurs actions de passer inaperçues. Le monde a vu plus qu'un simple acte de tromperie. Il a vu un système de dissimulation qui fonctionnait silencieusement depuis des générations. Le choc vient de la réalisation d'à quel point certains comportements étaient devenus normaux. Les gens commencent à remettre en question chaque interaction, chaque histoire, chaque tradition. Ce qui avait été rejeté comme une simple rivalité fraternelle inoffensive, des désaccords mineurs ou des drames familiaux privés, prend soudainement une signification plus sombre. La trahison n'est pas isolée, elle est symptomatique. Elle expose comment les dynamiques familiales peuvent créer des conditions où la manipulation, l'envie et l'exploitation sont possibles et même discrètement encouragées. Et quand ton entourage voit cela, la réaction n'est pas seulement de l'incrédulité. C'est du dégoût, parce que soudain, ils réalisent qu'il ne s'agissait pas de toi. Il s'agissait de la culture qui a permis à quelqu'un de s'en tirer après avoir fait du mal à la personne qui lui était la plus proche. Ce qui rend cette révélation encore plus puissante, c'est son effet d'entraînement. Une fois que l'illusion se fissure, elle ne t'affecte pas seulement, toi et ton proche. Elle atteint tous ceux qui ont été complices, consciemment ou non. Les parents, les voisins, les amis et les spectateurs sont forcés de réévaluer ce qu'ils pensaient être normal, ce qu'ils considéraient comme acceptable et ce qu'ils ont laissé persister. Cela force une confrontation avec des vérités inconfortables sur la loyauté, la moralité et la responsabilité au sein des familles et des communautés. L'exposition est brutale mais nécessaire. Elle retire le masque que des générations ont porté, montrant que la trahison est rarement spontanée. Elle est cultivée en silence, cachée sous les apparences et permise par la tradition. Le choc et le dégoût des autres sont compréhensibles, car ils ne sont pas seulement témoins de l'échec moral d'une personne,
mais de l'effondrement d'une illusion entière qui avait été maintenue pendant des années. La trahison devient une lentille à travers laquelle chacun est contraint d'examiner les structures qui l'ont permise, et la leçon persiste bien après que le choc initial s'estompe. 13e révélation, ils sont dégoûtés parce qu'ils reconnaissent le même trait en eux-mêmes. La réaction du monde n'a pas été seulement du choc ou de l'incrédulité. Elle portait en elle une couche subtile et troublante de reconnaissance de soi. Les gens ne reculent pas devant la trahison uniquement à cause de ce qui a été fait. Ils reculent parce qu'ils voient des reflets d'eux-mêmes dans les actions qu'ils condamnent. Les choix de tes proches, leurs ruses et leur volonté de nuire à un proche ont forcé les autres à affronter des vérités inconfortables sur leur propre capacité à l'envie, à la manipulation ou à l'égoïsme. Cet effet miroir est ce qui rend le dégoût si profond. Il ne s'agit plus seulement de l'échec moral d'une seule personne, il s'agit de réaliser que n'importe qui, sous certaines pressions ou désirs, pourrait agir de la même manière. Cette reconnaissance de soi amplifie l'intensité de la réaction. Les gens préfèrent souvent voir le méfait comme extérieur, comme quelque chose qui existe là-bas ou ailleurs, loin d'eux-mêmes. Mais quand le coupable est de la famille et que le comportement est familier, la ligne s'estompe. Ton entourage a vu quelqu'un qu'il connaissait, qui partageait le même environnement, les mêmes normes culturelles et même la même éducation, commettre des actes qu'il aurait pu secrètement imaginer ou rationaliser en lui-même. Cette proximité rend la réflexion inévitable. Le dégoût est en partie un jugement moral, en partie la peur de tendances latentes à l'intérieur de soi. La reconnaissance force également les gens à réévaluer leurs propres choix et comportements passés. Ils commencent à rejouer des moments où ils auraient pu agir de manière égoïste, où de petites manipulations ou une envie silencieuse ont façonné leurs interactions. Soudain, ils ne sont plus de simples observateurs de la trahison. Ils sont les participants d'un jugement moral, forcés de se demander ce qui les sépare de quelqu'un qui a franchi la ligne. Cette réalisation pique plus que l'acte lui-même, car elle remet en question leur image d'eux-mêmes et force une introspection à laquelle la plupart des gens résistent. C'est pourquoi la réaction du monde perdure longtemps après la révélation. Il ne s'agit pas seulement de juger ton proche, il s'agit d'affronter une vérité universelle. Dans certaines circonstances, n'importe qui peut choisir son propre intérêt plutôt que la loyauté. Cette reconnaissance est inconfortable, voire terrifiante, car elle expose la vulnérabilité de tous ceux qui en sont témoins. Le dégoût n'est pas seulement moral, il est personnel, un miroir tendu aux parties d'eux-mêmes qu'ils laissent rarement voir aux autres. La trahison devient plus qu'une histoire, elle devient une leçon sur la nature humaine, la réflexion et la proximité inconfortable entre l'empathie, l'envie et l'échec moral. La 14e et dernière vérité, l'authentique. Ce n'était pas la fin de ton histoire, c'était le point de séparation. Le moment le plus profond d'une telle trahison n'est pas lorsque la vérité éclate, c'est lorsque les conséquences forcent un réalignement de tout ce que tu croyais permanent. La trahison n'a pas marqué ta chute, elle a marqué la ligne de démarcation entre ceux qui ont leur place dans ta vie et ceux qui ne l'ont pas. Elle a tracé une frontière claire, séparant les personnes qui étaient alignées avec ta croissance, de celles qui voulaient chevaucher ton succès, manipuler ton influence ou diminuer ta présence. C'est à ce stade que la clarté émerge, que les illusions s'effondrent et que les rôles que les gens jouent dans ta vie se révèlent dans leur forme la plus brute. La séparation n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'elle implique la famille. La société nous apprend que les liens du sang sont incassables, que la loyauté devrait être automatique et qu'endurer des épreuves avec la famille est une vertu. Mais quand un proche te trahit, ces actions créent un point de sortie naturel. Il montre avec des preuves indéniables qu'il ne peut pas et ne veut pas coexister avec la vérité de ton ascension. Ceux qui regardent le voient aussi. Le choc, le dégoût, la reconnaissance murmurée que certains liens ne sont pas sacrés. Ils sont transactionnels, conditionnels et en fin de compte remplaçables. Le combat contre ces vampires énergétiques continue d'ailleurs à ce jour. L'élu.
Si ton âme résonne avec ce message, si tu comprends l'urgence de cette vérité, rappelle-toi que tu peux soutenir financièrement cette chaîne. En offrant un don ou un café, tu m'aides à maintenir cette ligne de front et à continuer d'éveiller les authentiques face à l'illusion. Ce moment de séparation est à la fois douloureux et libérateur. Douloureux car il oblige à affronter la perte, la confiance brisée et l'histoire commune entachée. Libérateur car il libère de l'espace pour l'authenticité, la croissance et l'alignement avec les personnes qui te soutiennent véritablement. C'est le moment où tu arrêtes de te battre pour une approbation qui ne viendra jamais et où tu commences à récupérer l'énergie qui a été dépensée pour gérer la manipulation. La trahison, par essence, devient un filtre séparant tes alliés de ceux qui étaient juste là pour le voyage. L'entourage le ressent aussi. Son choc se transforme en admiration lorsqu'il te voit rester inébranlable, ferme et libre du récit que ton proche a essayé de contrôler. Cette séparation n'est pas une retraite, c'est une ascension. Elle signale que bien que la trahison ait pu toucher ta vie, elle ne peut pas la définir. Ce qui commence ici est un nouveau chapitre, façonné par la clarté, la force et le discernement. L'histoire continue, non pas en dépit de ce qui s'est passé, mais à cause de cela. La trahison devient le tournant qui révèle qui a sa place, qui ne l'a pas, et qui se tiendra à tes côtés, alors que la vie que tu as toujours été censé vivre se déploie pleinement. En conclusion, une trahison de cette ampleur ne fait pas que secouer une famille. Elle secoue des communautés entières, des réputations et la façon dont les gens perçoivent la loyauté, la confiance et l'identité. Du premier moment de choc à la réalisation persistante de l'intention, de la manipulation et de l'exploitation, chaque élément de cette histoire révèle quelque chose de profond sur la nature humaine, les relations et les dynamiques de pouvoir qui passent souvent inaperçues jusqu'à ce que la vérité soit indéniable. Nous avons vu comment la proximité peut être militarisée, comment la familiarité peut dissimuler la tromperie et comment le silence peut cacher la surveillance. Nous avons été témoins de l'audace de quelqu'un essayant non seulement de rivaliser avec toi, mais de te remplacer et de la force remarquable qu'il faut pour rester inébranlable face à des actions aussi calculées. L'exposition de la trahison défait plus qu'un seul acte. Elle expose les systèmes, les modèles et les illusions générationnelles qui façonnent discrètement le comportement. Elle force non seulement le trahi, mais aussi les témoins à affronter des vérités inconfortables sur l'envie, l'ambition et le compromis moral. Et à travers tout cela, la véritable révélation émerge. La vraie force ne se mesure pas par des représailles ou de l'agression. Elle se mesure par le sang-froid, la clarté et la capacité à laisser la réalité porter le poids de la justice, pendant que le traître s'effondre sous ses propres plans. Le point de séparation qui s'ensuit n'est pas une perte, c'est une libération. C'est le moment où les frontières sont clarifiées, les illusions brisées et la voie préparée pour une croissance authentique, l'alignement et la vie que tu as toujours été destiné à vivre. Cette histoire est plus qu'un conte de mise en garde. C'est un modèle pour comprendre les façons subtiles, souvent cachées, dont la trahison se manifeste et le pouvoir profond qui vient du fait de la reconnaître, de l'endurer et finalement de s'élever au-dessus d'elle. C'est une leçon de discernement, de résilience et la vérité inébranlable que ton chemin ne peut pas être déraillé par ceux qui ont cherché à le saper. Ne laisse pas ton essence à la merci des voleurs d'âme. Fais le choix final. Descends immédiatement regarder le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine grâce aux 7 sceaux de l'élu. Ton armure t'attend.